Âgé de 44 ans, l'invité de Sans Réserve ce soir était très optimiste à l'idée de remporter la dernière présidentielle ivoirienne. Il disait être le candidat de la nouvelle génération avant de disparaître à des écrans radars, nostalgique du climat de paix de la Côte d'Ivoire du temps de feu Félix Houphouët-Boigny, l'homme d'affaires. Cette Guédé Coco se rêvait un destin à la Emmanuel Macron avec des idées fortes, notamment la mise en place d'un conseil d'État qui réunirait les anciens chefs d'État ivoiriens. Ses idées pour le pays, le développement et la cohésion sociale, sa lecture de l'actualité politique nationale, ses ambitions et ses projets, cette Guédé Coco les évoque ce soir sans réserve sur NCI. Cette Coco, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Merci. Homme d'affaires spécialisé dans l'économie des arts et du spectacle, cette Coco, à 44 ans, est plus connue sous sa casquette d'homme politique. Pourtant, ce milieu sourit moins aux natifs de Zialégroa, un village de Guibérois dans le centre-ouest ivoirien. Si les lauriers politiques se font rares, déboires et insuccès meublent par contre son quotidien, clivant, selon ses détracteurs, aussi bien au sein du pouvoir que de l'opposition. Exil et échec dans les urnes, dont sa retentissante défaite aux législatives de 2016 à Guibérois, pour celui qui lorgnait le fauteuil présidentiel avec pour projet la Côte d'Ivoire unie et développée, sont plus ses compagnons de route que les éclats de rire. Son activisme, entre autres pour l'opposant Alassane Ouattara, dont il est un fervent partisan, lui vaut l'inimité et l'exil sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Une décennie après, c'est la rupture avec le père du vivre ensemble. Une philosophie politique qui, argue-t-il, s'éloigne de son credo, citoyenneté, patrie et république. Rebelote, le voici à nouveau loin de la mère patrie. De l'extérieur, dans le manteau de représentant diplomatique de la coalition de l'opposition, l'expert en diplomatie de lobbying active ses réseaux. Entre conférences de presse et rencontres d'anciens chefs d'État et de présidents en exercice, il bat le pavé contre la candidature d'Alassane Ouattara au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Des mois après, le président réélu pose des actes forts, notamment en faveur du retour des exilés et la libération des prisonniers. Virage à 180 degrés, entend-on dire du premier frondeur et pourfendeur à reconnaître le vainqueur de l'élection d'octobre 2020 comme président de la République. Levé de bois vert, de boucliers, voué aux gémonies, accusé d'avoir retourné sa veste, cette Coco reste droit dans ses bottes, intransigeant. Pas question pour lui de laisser le pays s'engluer dans la belligérance et la violence. Sa voix, le dialogue, la concession. Son option fâche au début, mais il s'impose à ses camarades de l'opposition. Son approche porte in fine de bons fruits. Le front social en ébullition s'apaise. Le pays reprend sa marche et l'opposition du terrain, au point de compter à ce jour plusieurs élus à la chambre basse du Parlement. Derrière autant d'acquis, la main de celui qui préside aux destinées du mouvement politique et citoyen Alternative Côte d'Ivoire depuis le 8 mai 2020. C'est cet acteur politique, au discours tranchant, plus visible à l'extérieur, que l'émission Sans Réserve reçoit ce soir, espérant que le porteur du projet La Caravane de la Paix, en 2006, sera sans réserve. Cette Coco, je vous propose de commencer cette interview par l'actualité nationale. Merci. Actualité marquée par l'acquittement récent de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Je voudrais d'abord remercier les téléspectateurs de NCI et remercier les Ivoiriens qui nous suivent ce soir. Je peux vous dire que l'acquittement du président Laurent Gbagbo, j'ai accueilli ça avec joie, avec fierté, et j'ai été très ému de voir que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés après 10 ans de procès et qu'ils vont bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Donc j'ai été tout simplement heureux comme tout Ivoirien qui voit ses concitoyens qui sont désormais libres et qui rentreront en Côte d'Ivoire. Voilà. Au cours du premier conseil des ministres post-formation du gouvernement Hachi 1, le chef de l'État a indiqué être favorable au retour des 2 ex-détenus de la Haye, en indiquant même qu'il serait prêt à payer les frais de transport, notamment du président Gbagbo et de sa famille. C'est une action qui vise à décrisper le paysage politique ? Vous avez tout dit. C'est une très belle action
parce que, vous savez, les Ivoiriens, ça fait des années, depuis 2011, suite à la crise post-électorale de 2011, on a tous vécu cette crise qui a vraiment défiguré notre pays. Mais il fallait qu'il y ait un chef d'État, et celui qui a été élu en 2011, le président Alassane Ouattara, avait pris le pouvoir et pendant 10 ans, il a géré ce pays. Aujourd'hui, le président de la République, il a travaillé en ayant loin de lui ces deux concitoyens que sont Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, surtout le président Gbagbo, parce que bon, lui, c'est son homologue, donc par ordre, le président Gbagbo était loin de lui. Et les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas apprécié cette façon de faire. Mais il fallait que le chef de l'État gouverne et il fallait aussi que le procès qui avait lieu à La Haye puisse se tenir et qu'à la fin de ce procès, on puisse décider de ce qu'il y a à faire ensemble. Donc aujourd'hui, la décision que le président a prise, c'est une solution pour nous, c'est une très belle résolution pour que les Ivoiriens se retrouvent avec leur frère Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour ensemble créer les bases de la réconciliation sur les années à venir, les mois à venir surtout. Voilà. J'imagine que vous avez écouté les dernières sorties médiatiques de Charles Blé Goudé, lui qui était un pourfendeur très acerbe du président Ouattara, qui dit qui salue cette décision du président Ouattara d'être favorable à leur retour. C'est un Charles Blé Goudé qui a changé à vos yeux? Oui, qui a changé parce que, comme il a dit lui-même, la prison, ça change l'homme. C'est un moment de réflexion, c'est un moment où tu es enfermé et tu fais un mea culpa. Tu fais un point de tout ce que tu as géré dans ta vie, les actions que tu as menées. Et Charles Blé Goudé l'a fait. Donc il a bien compris qu'il ne devait plus être le Charles Blé Goudé de 2002, 2003, 2004 jusqu'à 2010. Voilà, il faut une nouvelle Côte d'Ivoire avec des leaders capables d'apaiser la situation, apaiser le climat politique afin qu'on puisse continuer nos développements. Donc j'apprécie la réaction qu'il a eue. Et d'ailleurs, ça va permettre au chef de l'État de comprendre qu'en face de lui se trouvent désormais des frères qui ont envie de faire la paix. Voilà. Et ça va l'amener à prendre des bonnes décisions d'avantage. Voilà. Alors, le mois dernier, il y a eu les élections législatives. Est-ce que le mouvement Alternative Côte d'Ivoire a pris part à ces élections législatives? Non, le mouvement n'a pas pris part à ces législatives. Simplement parce que ces législatives-là, moi, qui suis le leader d'ailleurs du mouvement, j'étais hors de la Côte d'Ivoire. Et quand on n'a pas les moyens... Vous aurez pu vous donner les moyens d'être là? Je ne pouvais pas. Ou ça ne vous intéressait pas du tout? Ça m'intéressait, mais ce que j'étais en train de faire, je ne peux pas demander à ce qu'il y ait une réconciliation, qu'on arrête la belligérance pour reconnaître la légitimité du président Ouattara et par la suite ne pas venir à une élection législative. Mais là où j'étais, je continuais à travailler sur la finition de ma mission. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Sans Réserve. Voilà. Donc merci de nous parler sans réserve, sans langue de bois. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez exactement? Ok, je ne vous dirai pas tout, ça c'est sûr. Mais pour ce qui concerne les négociations qui ont dû se mener, vous avez vu que j'étais donc... On nous a dit que vous étiez au centre. Oui, j'étais au centre en tant que... Beaucoup de médiation. Au centre en tant que représentant de la coalition, diplomatique de la coalition de l'opposition ivoirienne. Donc, de par ma position, je parlais et aux opposants ivoiriens et je parlais en même temps aux différentes personnalités de ce monde qu'on a voulu qu'ils interviennent dans notre situation qu'on vivait. Alors, quand bien même que j'ai pu amener certaines personnalités politiques de ce pays à s'asseoir sur la table de négociation pour qu'il y ait l'élection, il fallait que je continue cette mission. Donc, j'étais précisément au Nigeria. C'était mon point de chute. Voilà, donc de là, j'ai pu travailler. Vous avez vu qu'il y a eu des personnalités qui ont été libérées. Tout ça, ça se fait dans l'ombre. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu trop d'opposition quant au dialogue politique qui s'est tenu sous l'égide du feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Voilà. Donc de là, j'ai fait beaucoup. Mais ce n'était pas que les législatives qui étaient plus importantes que la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez fait beaucoup, voilà. Vous étiez au centre du dispositif de l'opposition ivoirienne, si on en croit à ce que vous dites. C'est ça. Quel était votre avis sur la mise en place notamment du Conseil national de transition, le CNT? Bon, il faut dire que moi, lorsque j'ai contesté la candidature du président Ouattara à cette élection, j'ai tout de suite décidé de mener une action diplomatique
parce que je n'avais pas pour vocation ou n'avais pas trop envie d'engager un bras de fer sur le terrain, sachant que je dirigeais d'abord un mouvement qui venait de naître, donc il avait sa stratégie à lui, et derrière il y a eu tout de suite l'arrivée du président Ouattara dans le groupe de ceux qui étaient candidats, et moi je ne voulais pas mener une action terrain, c'est-à-dire d'opposition en tant que... en amenant des Ivoiriens à une marche, à des sittings, et ainsi de suite. Donc j'ai tout de suite choisi, vous allez lire partout sur Internet, dans tout ce que j'ai déclaré, j'ai décidé de mener une action diplomatique contre cette décision du président de briguer un 3e mandat. Donc du coup, je me suis retiré. Et j'étais dans cette mission... d'accord avec la mise en place du CNT? J'étais dans cette mission lorsque j'ai été contacté par la direction de l'opposition ivoirienne, dirigée par le président Henri Konan Bédié, et qui a compris qui a vu que voici un jeune Ivoirien qui a commencé plus tôt le combat diplomatique et dont son nom apparaît dans toutes les démarches qu'on entreprend, c'est de lui on parle partout. Donc quand vous voyez des chefs d'État qui vous disent vous avez cette coco, à un moment donné, notre papa Henri Konan Bédié a dit bon, on va le missionner pour continuer cette mission, pour continuer, pour travailler, pour nous représenter. Et c'est ce que j'ai fait. Cependant, les décisions qui sont prises Vous étiez d'accord ou non avec le CNT? Bien sûr que j'étais d'accord avec le CNT, puisque je suis comptable de ce que fait l'organisation dans laquelle je suis chargé de la mission diplomatique. C'est cela. Voilà. Et vu la suite des événements, est-ce que vous avez l'impression que ça a été un échec? Bien sûr que ça a été un échec. Ça a été un échec. Il faut reconnaître, moi j'aime ça, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses erreurs et demander pardon et avancer. Très bien. Voilà. Alors, dernièrement, un nouveau gouvernement a été mis en place en Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous de la composition de ce gouvernement, composé de 37 ministres et 7 secrétaires d'État? Je crois que le total nous donne 41 membres du gouvernement. Quelle lecture faites-vous de cette composition? Je trouve que le Avec président... une moyenne d'âge de 50 ans. Je trouve que c'était une bonne chose, parce que le précédent gouvernement, on avait tendance à dire il y a 55 ministres dans le gouvernement, et c'est vrai que quand on voit la France qui a 21 ministres, alors que ceux qui participent, ils nous aident à leur façon aussi, participent à notre budget de fonctionnement, s'ils ont 21 ministres, et que la Côte d'Ivoire, la petite Côte d'Ivoire, entre guillemets, a 55 ministres, il est tout à fait normal que le président lui-même se trouve mal à l'aise de se retrouver à table, sur la table du Conseil des ministres avec tout ce monde-là. Donc je suis sûr que peut-être c'était pour des raisons qu'on ne maîtrise pas bien, mais aujourd'hui, le président a compris qu'il faut qu'il fasse un gouvernement resserré avec des jeunes, c'est ce que les Ivoiriens aussi lui reprochaient, qui revendiquaient cela, qu'il fallait qu'il rajeunisse la classe politique. Donc déjà, il a commencé dans sa zone. Vous êtes satisfait? Moi, je suis satisfait. Je suis tout à fait satisfait. Et ces jeunes qui sont en place, ces jeunes leaders qui sont en place aujourd'hui autour du président, c'est des technocrates. Et vous allez regarder dans le CV de toutes ces personnes, dans leur passé, c'est des gens, on n'a rien à leur reprocher. Donc je pense que nous allons nous allons regarder, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, qu'il a mandaté ces personnes, mais il va les noter. Et il va suivre ça de près pendant chaque semaine. Il faudrait que M. Patrick Achi, le Premier ministre, lui envoie des notes sur ces différents ministres, afin qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, qu'ils sachent exactement s'ils ont atteint les objectifs. Donc c'est qui est bien. Et moi, je suis un opposant ou un leader politique qui voudrait bien que les choses soient bien faites. Donc quand c'est bien fait, j'apprécie. Et en attendant qu'il y ait la prochaine erreur pour qu'on puisse réagir. C'est tout. Est-ce qu'à un seul moment, vous avez caressé l'idée d'intégrer cette nouvelle équipe gouvernementale? Bon, c'est quelque chose qui vous aura intéressé, évidemment. Oui, on ne peut pas rejeter d'être une offre pareille. Ah non, il y en a qui peuvent dire on n'est pas du même bord. Non, moi j'ai une éducation afro-occidentale, monsieur. Très bien, dites-nous. Moi j'ai une éducation afro-occidentale. Quand on est opposant pour contribuer au développement du pays. D'où, quand tu parles à la population, il faut avoir des projets de société et parler de projets de société à la population et non l'envoyer sur des ondes où ils vont finir par se battre. Donc lorsqu'il y a un gouvernement en place et que le pouvoir qui est en place, vous trouvez qu'ils ont une mission pour vous, pour contribuer à l'essor économique du pays, vous ne pouvez pas dire non. Maintenant, je ne sais pas quelle haine je pourrais avoir pour le pouvoir en place afin de demander, de dire non, de refuser une offre. Donc, moi, personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé. Il est vrai que j'ai vu mon nom circuler un peu dans des officines. Mais bon, il appartient au chef de l'État de prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, je trouve que jusqu'ici,
peut-être M. Seth Koko n'est peut-être pas encore prêt pour intégrer un gouvernement. C'est le président qui décide. Et je suis opposant, donc je dois proposer, je dois défendre les bonnes causes, je dois contribuer à l'évolution de mon pays. Et c'est par là que j'ai ma reconnaissance, déjà au niveau du peuple et par la suite du chef de l'État. Vous dites je suis opposant, vous seriez favorable à un gouvernement d'ouverture avec la présence des membres de l'opposition? Tout à fait favorable, je suis favorable à cela. Parce que déjà notre opposition, elle est très dure avec le pouvoir qui est en place. Donc je pense que déjà... Vous avec? Oui, moi avec, pardon. Moi avec. Elle est très dure avec le pouvoir en place. Donc, s'il y a une ouverture et que des membres de l'opposition, je dis bien des membres de l'opposition pour travailler, pas pour contribuer à ramener des difficultés encore à la Côte d'Ivoire. Des membres de l'opposition peuvent intégrer ce gouvernement et contribuer à l'évolution de notre pays, pourvu qu'ils aient une bonne vision, une volonté pour vraiment contribuer, aider les Ivoiriens à être dans la paix et à parfaire ce que le président est en train de faire. Seth Koko, vous ambitionnez de diriger la Côte d'Ivoire un jour. Vous avez déjà annoncé votre candidature à des élections présidentielles. Pour vous, quel est le véritable problème de ce pays? OK. À ce jour, je peux vous dire que le problème de ce pays, d'abord, il est d'ordre social. Voilà. Précisément? Précisément, nous ne sommes pas réconciliés. La réconciliation. La réconciliation. Donc vous êtes comme beaucoup d'Ivoiriens, Voilà. beaucoup d'observateurs qui estiment que le principal problème de ce pays, c'est la réconciliation nationale. Qu'il faut qu'on en arrive. Par la suite, parce que pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, les cadres ne manquent pas en Côte d'Ivoire. Les bons programmes ne manquent pas en Côte d'Ivoire. La preuve, depuis 2011, le chef de l'État, par exemple, a travaillé. Il a travaillé, franchement. On ne peut pas être hypocrite. Il a travaillé. Nous voyons, quand nous prenons la ville d'Abidjan, nous sortons d'Abidjan, nous allons en province, nous voyons que le président a travaillé. Mais derrière cela, il y a des Ivoiriens qui ne s'attendent pas. Il y en a même, quand ils se réveillent le matin, ils en veulent le président de la République, pour on ne sait pour quelle raison. Alors, vous avez touché le point, pour moi. La réconciliation nationale. Voilà. Vous dites, dans vos prises de parole que j'ai pris le soin de revisiter avant cette émission, vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes nostalgique de l'époque de feu Félix Houphouët-Boigny, où les Ivoiriens ne se regardaient pas en chien de faïence. À quel moment les liens se sont brisés? Quelles sont les sources de cette division, selon vous? Bon, je pense que cela date depuis 1990. 1990, et par la suite, lorsque le président Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire, et qui a su la suite au problème qu'il a eu avec le président Bédié, après la mort d'Houphouët-Boigny, le président Bédié a pris le pouvoir. Après 90, donc 93 jusqu'à 95, le président Ouattara avait des difficultés avec la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que le problème de leur conflit entre M. Gbagbo, Ouattara et Bédié, d'abord a commencé à se forger, et par la suite, ça s'est empiré jusqu'à ce qu'aujourd'hui on subisse leurs erreurs. Voilà, ces trois personnalités du pays, c'est une vérité. Mais comment une guerre entre des personnalités politiques peut entraîner tout un peuple? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, certains vous disent la classe politique n'est pas réconciliée, d'autres vous disent ce sont l'ensemble, enfin, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui n'est pas réconcilié. Comment faire le distinguo finalement? Vous savez, pour réconcilier les Ivoiriens déjà, à la base, 50% de la base de notre réconciliation, pour réussir notre réconciliation, il y a déjà, pour réussir 50%, c'est les trois leaders politiques de ce pays, que sont les doyens, je veux dire, que sont le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié. Vous voyez, ceux qui disent que tant que les hommes politiques ne seront pas réconciliés, la Côte d'Ivoire n'avancera pas, je suis d'accord avec eux. Il faut faire en sorte que le président Ouattara, Bédié, Gbagbo se retrouve comme au temps de l'accord politique de Ouagadougou. Ils avaient le comité permanent de consultation, le CPC. C'est cela. Voilà, qui se retrouve autour d'une même table, et qu'ils décident d'aider les Ivoiriens à aller à la paix. C'est-à-dire eux-mêmes, s'ils vont à la paix. C'est en cela que je reviens sur la décision que le chef de l'État a prise pour donc faciliter l'arrivée du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Cela va leur permettre de se retrouver. Et là encore, je peux vous dire que j'y serai... c'est bien, je ne suis pas le ministre de la Réconciliation, mais vu que j'ai commencé depuis longtemps à travailler dans ce sens, nous allons travailler
à ce que ces trois personnalités puissent se retrouver d'abord autour d'une table. Quand nous allons les voir en train de sourire, de s'embrasser et de décider, ah, cher frère, comme l'appelle le président Gbagbo, le président Ouattara, Laurent, mon cher aîné, comme il appelle le président Bédié, faisons en sorte que nous avons pris de l'âge, faisons en sorte que nous puissions léguer une Côte d'Ivoire paisible. Parce que nous avons fait quand même du boulot. Chaque leader a fait ce qu'il pouvait pour son pays. Le président Ouattara également. Si ces trois se retrouvent et qu'ils décident de faire la paix, et leur paix, ça va se contaminer, ça va contaminer les Ivoiriens, et c'est les programmes qu'ils vont appliquer à travers, par exemple, le ministère de la Réconciliation, que nous allons voir que la paix, déjà 50% de la paix va revenir. Mais tant que M. Gbagbo, M. Ouattara et Bédié ne se retrouvent pas, je peux vous dire, chers frères, tout ce qu'on dit là, ça ne marchera pas, parce que derrière eux se trouvent des populations qui sont des fois bloquées dans la tête. Lorsque leur leader n'est pas d'accord avec telle position, eux tous ils ne sont pas d'accord. Et quand vous analysez la situation aujourd'hui, vous avez l'impression que ce rêve que vous caressez est réalisable? Il est réalisable. Il est réalisable. D'ailleurs, ça va se réaliser parce que nous avons un chef de famille qui est le président de la République, le président en exercice. Si lui, il a accepté aujourd'hui que son frère rentre et qu'il a dit « je paierai ses frais de voyage, de déplacement et même ses frais de logement sur place, je vais lui donner tout ce dont la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire lui doit », ça veut déjà dire qu'il a commencé à, pas oublier, mais à baisser la garde vis-à-vis de son frère Laurent Gbagbo. C'est pour cela. S'il fait la même chose pour M. Bédié, ils vont se retrouver et vous verrez que déjà avec cela, ça marchera. C'est pour cela que vous proposez la mise en place d'un conseil d'État qui rassemblera en son sein tous les anciens chefs d'État et de gouvernement. C'est ça. Est-ce que ce ne sera pas une nouvelle institution budgétivore, une institution de plus? Bon, pour le moment, on ne peut pas parler de conseil d'État parce que là, ça c'était dans le cadre de ma candidature. Aujourd'hui, il y a un chef d'État en place. Donc, on ne peut pas parler de conseil d'État, mais les trois, je pense qu'ils pourront trouver comment appeler leur panel qui va se retrouver, qu'ils vont faire régulièrement pour pouvoir discuter des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, on verra. Mais si c'était une personne autre que ces trois personnalités qui étaient au pouvoir, là on pouvait parler de conseil d'État parce qu'il fallait les rassembler pour qu'on puisse bénéficier de leur expérience. C'est cela. Voilà. Vous rêvez en tout cas d'une entité, une institution dans laquelle ils se retrouveraient pour échanger sur l'avenir du pays. C'est ça. Très bien. Alors, parlons maintenant de votre participation à la dernière présidentielle. Vous étiez très optimiste à l'idée de remporter la dernière présidentielle en vous présentant comme le candidat de la nouvelle génération. Ensuite, plus rien. On ne vous a plus vu. Oui, plus rien, parce que d'abord, je ne m'attendais pas à affronter le président Ouattara. C'est une vérité. Moi, j'ai dit toujours, il faut faire il faut t'afficher dans les actions que tu peux mener, que tu peux supporter. OK? Les actions dont tu as les moyens. J'ai voulu être candidat, ou bien j'ai été candidat pour cette élection-là, je ne devrais pas affronter le président Ouattara. C'était un candidat trop gros pour vous? Non seulement il n'était pas trop gros pour moi, ce n'est pas parce qu'il était trop gros, mais c'est parce qu'il ne fait pas partie de ma génération. Et en affrontant le président Ouattara, c'est comme si je menais une action perdue d'avance. Pourtant, vous rêviez un destin à la Emmanuel Macron qui, lui, a affronté Marine Le Pen. Il y a quand même, Marine Le Pen, une différence d'âge importante entre eux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Macron n'a pas affronté un président sortant. Et le président Ouattara... Non, vous ne parlez pas du fait qu'il est président sortant. Vous dites que vous ne pouvez pas l'affronter à cause de l'âge. Vous avez évoqué la question de l'âge. Non seulement il y a l'âge, mais il y a plein de choses, il y a plein de questions qui rentrent... Voilà, que je ne peux pas évoquer ici. Donc moi, je n'avais pas prévu d'affronter le président Ouattara. Donc... c'est comme si je sais que là où je vais, ça ne passe pas et je dis à toute la population, on y va, ça va passer. Est-ce que pour vous, il est possible qu'un Ivoirien, un jeune, sorte de nulle part et arrive à réaliser ce qu'Emmanuel Macron a réalisé en France? C'est vrai que depuis qu'il a fait, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes politiques africains en rêvent, mais est-ce que les réalités sont les mêmes sur le continent? C'est possible que cela arrive sur le continent. Comment? Il suffit juste que les jeunes entre eux aient la possibilité, aient le droit de s'affronter entre eux au niveau politique, je pense, et je veux dire, et vous verrez le résultat. Mais lorsque un président sortant qui
qui a une certaine expérience, qui a un certain carnet d'adresses. Même moi, j'ai beau avoir un carnet d'adresses, mon carnet, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport vis-à-vis de celui de M. Ouattara? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, il faut être réaliste dans certaines choses. Je peux pas, le jour que je dirai aux Ivoiriens je suis candidat à une élection à nouveau, c'est parce que je compte sur quelque chose. Tant que je pense que ce sur quoi je compte est solide, suffisamment solide pour aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout avec les Ivoiriens. Mais chaque fois que je verrai que ça ne va pas, je leur dirai que ça ne va pas, donc on stoppe. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait marche arrière pour dire, bon, le président sortant, qui est candidat, je ne peux pas aller à une élection perdue d'avance. Pourtant, ce ne sont pas les moyens qui ont manqué. Hein. Vous annonciez, vous déclariez que vous aviez un budget de 17 milliards pour remporter cette élection. Les moyens financiers ne font pas une élection. Il n'y a pas que les moyens financiers pour faire une élection. Vous voulez dire qu'ils ne suffisent pas? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a plein de paramètres pour arriver à la magistrature suprême. On pouvait me donner à cette période-là, je crois, 100 milliards. Je ne pouvais pas battre le président Ouattara. C'est une vérité. C'est tout. Peut-être que des gens m'en voudront d'être aussi franc et humble dans cette posture, mais c'est la vérité. Il y a eu des leaders qui, aujourd'hui, qui ont de l'expérience, qui ont gouverné, qui ont dirigé, qui ont été ministres, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas pu battre le président Ouattara. Il est devenu président de la République. Il est le président actuellement. Donc, ce n'est pas à cette coco de s'aventurer dans des missions aussi suicidaires. Cette Coco, quelle idée vous gardez de tous ces elders, de tous ces aînés qui cristallisent la vie politique depuis 1990, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous, en tant que jeune politique, quelle idée gardez-vous d'eux? Vous désirez qu'ils se retirent un jour? C'est vrai que je désire qu'ils se retirent un jour, mais j'ai un grand respect pour eux. J'ai un grand respect pour eux parce que dans la vie, chacun a sa mission, chacun a sa destinée. Et malgré ce que chacun d'eux, ce qu'on peut reprocher à chacun d'entre eux, j'ai un respect pour eux parce que c'est nos devanciers. Et lorsque le président Bédié était là, il a pu faire ce qu'il pouvait pour son pays. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Même chose pour le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, le président Ouattara aujourd'hui là, il fait ce qu'il peut pour son pays. Nul n'est parfait sur terre. Donc j'ai un respect pour eux. J'espère qu'ils prennent ce souhait que j'ai de les voir autour d'une table. Et j'ai dit que nous allons y travailler. Qu'ils se retrouvent et qu'ils décident un jour de dire, voilà, nos enfants sont grands, ils sont des grands intellectuels, ils ont des grands réseaux, ils ont les moyens financiers, ils ont le background. Il faut les laisser diriger ce pays, mais mettons-nous à tel endroit pour les assister. Le jour qu'ils arrivent à faire cela, ils auront béni la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que malgré le respect qu'on a pour eux, malgré l'envie qu'on a de les voir au devant de la scène, il y a aussi un moment où il faut prendre la retraite. Bien sûr. Pour laisser ces enfants avancer. Donc j'espère cela leur habitera un jour et puis ils prendront les bonnes décisions. Voilà. De ces trois, vous avez été ou vous êtes le plus proche de qui dans ces trois? De tous les trois leaders de ce pays. On vous reproche justement d'avoir flirté avec tous les régimes. Mais d'abord, moi, je ne suis pas... Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez déjà? J'accepte cela. C'est un cliché que vous acceptez? J'accepte ça. Très bien. Ce n'est pas un cliché pour moi, même si j'accepte ça. Parce que, vous voyez... Pour vous, ce n'est pas de la transhumance? Non, pas du tout. Pourquoi? Je vais vous dire. Dites-nous, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. Je suis lobbyiste de formation, je suis médiateur, je suis stratège. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vois des leaders dont je connais les puissances individuelles. Et c'est eux qui dirigent ce pays. Vous ne savez pas, ces trois leaders, de quoi ils sont capables en Côte d'Ivoire. Si les gens les minimisent et qu'ils disent, OK, je ne veux traiter avec tel, je ne veux traiter avec tel, mais pour quelle raison? Vous voyez qu'eux-mêmes, ils se sont associés à plusieurs reprises. Est-ce qu'on les a traités? De quoi on les a traités? Le président Ouattara a été partenaire de M. C'est vrai qu'il y a eu des alliances entre eux à certaines époques. Le président Bédié s'est retrouvé avec Ouattara. OK? Le président Bédié s'est rapproché de Laurent Gbagbo. Alors, pourquoi est-ce que lorsque cette coco fréquente toutes ces personnalités-là, on dit cette coco est telle? Mais qu'est-ce que vous dites des trois personnalités qui ont tissé amitié pendant des années, qui sont unies pour pouvoir mener des actions politiques? Voilà, il y a ça. Mais moi, je disais tout à l'heure que je suis médiateur de formation, je ne suis pas violent. Je cherche toujours le consensus et je cherche
dans l'ombre, on me sollicite pour mener des actions, d'ouvrir des portes, de régler des situations difficiles. Donc, si le président Bédié m'appelle demain pour dire cher fils, je veux que tu puisses mener une telle action, si je pense que ça va dans le sens du pays, il n'y a rien de dangereux pour toute la Côte d'Ivoire, moi, je mène l'action. Très bien. Quand il s'agira de venir agir dans le sens de casser, là, vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai stoppé, j'ai dit, bon, on reconnaît le pouvoir du président Ouattara. C'est pas parce que je suis... non, je ne dois rien à personne, je fais ce que je pense bon pour le pays. Très bien. Cette Coco, avant que vous ne répondiez aux questions de nos internautes, dernière question. De quelle idéologie politique vous réclamez? Vous êtes libéral, socialiste? Je suis social-libéral. Social-libéral? Oui, je suis social-libéral. Très bien. Vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. Merci. La première question avec le concours de la réalisation nous vient de Digbe Pris qui dit « Vous qui n'avez pas été élu dans une toute petite localité de Guibérois, comment pouvez-vous prétendre à la magistrature suprême ?» D'accord. Je vais dire aux chers frères que toute chose a un début. Si le frère Digbe Pris veut devenir chef de village demain, on ne va pas lui dire pourquoi il voudra devenir chef de village. Et s'il a été candidat pour être chef de village chez lui, il s'appelle Digbe, donc il doit être d'un village BT, ok, et qu'il a été candidat, il n'a pas été élu, on ne pourra pas dire tu n'as pas pu être chef de famille ou chef de quartier section, avant de devenir, donc on s'en plaint. Non. Il faut d'abord oser, il faut proposer, et c'est les Ivoiriens qui valident. Bien sûr. Et avec le temps, on pourra arriver à faire mieux. Tous ceux qui sont aujourd'hui chefs d'État ont commencé par quelque chose. Absolument. Voilà. La prochaine question nous vient cette fois-ci de Kadidia Touré qui dit « Quels sont vos rapports avec les jeunes de votre génération, Guillaume Soro, Charles Blé Goudet, etc. » Alors, lors de ma mission de représentant diplomatique de la coalition, j'ai pu rencontrer pas mal de ces jeunes personnalités qui sont de mon âge, et j'ai de très bons rapports avec eux. Aujourd'hui, franchement, quand on s'appelle, c'est très chaleureux. C'est très chaleureux, il n'y a rien. Vous voyez, c'est là encore vous dire que les politiciens, quand ils s'appellent, ils disent autre chose que ce qu'ils disent en public. Voilà, donc on s'entend parfaitement. Il faut qu'on évite, ce que je veux leur demander aussi, c'est de faire en sorte qu'ils continuent leur mission, leur volonté de rentrer au pays et de faire la politique autrement, peut-être. Très bien. Voilà. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est une question d'Arsène Begré qui dit « Quelle analyse faites-vous de la guéguerre au sein de la grande famille du FPI, AFI, GOR, EDS ?» Bon, pour être franc, ça c'est vrai. Moi, j'ai une plateforme, je suis d'une plateforme citoyenne, donc d'un mouvement qui n'est pas un parti politique. Donc, je peux, en tant que leader d'opinion, je peux peut-être me permettre de donner un avis un peu poussé. Sinon, là, il s'agit d'un parti politique et en temps normal, j'aurais pu faire marche arrière, j'aurais pu ne pas répondre. Mais tout ce que je souhaite et tout ce que je peux leur dire, c'est que lorsque vous parlez de réconciliation, il est important que dans votre famille, vous soyez réconciliés. Tous les leaders politiques qui parlent aujourd'hui de réconciliation, qui ne sont pas capables de ravaler leur fierté pour aller face à leurs frères d'hier avec qui ils ont mangé, pour faire la paix dans l'intérêt général, donc d'abord de leur parti, mais dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, je trouve que ça veut dire qu'il y a deux sons de cloche. C'est cela. C'est pas bon. Très bien. La toute dernière question d'internaute nous vient de Romaric Thier qui dit « Pensez-vous être en phase aujourd'hui avec la politique du président Ouattara ?» Je ne sais pas si je suis en phase, puisque je n'ai pas rencontré le président Ouattara, ne m'a jamais dit que j'étais en phase avec sa politique, mais je pense que ce que le président Ouattara souhaite, c'est de voir des politiciens, des leaders politiques républicains, organisés, professionnels et modernes. Voilà, pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Que nos opposants aient un projet de société à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, qu'ils cultivent la paix, qu'ils cultivent un programme, qu'ils balancent un programme de société, que les Ivoiriens puissent décortiquer à chaque fois, puis voir en eux une possibilité de remplacer un jour ces grands leaders-là. C'est tout. Sinon, moi, je ne parle pas tous les jours le président pour savoir ce qu'il pense
de ce que je fais ou de ce qu'il veut que je fasse. Ça a l'avantage d'être une réponse sans réserve. Cette Coco, dernière question. La présidentielle de 2020, dernière nous. La prochaine présidentielle, c'est en 2025. Est-ce que chaque matin, quand vous vous rasez devant la glace, vous pensez à cette élection, vous vous dites je vais me lancer? Je ne fais pas la politique pour faire la politique. Quand vous regardez dans ma bio, quand vous tapez qui est cette Coco, vous allez trouver que je suis homme d'affaires, homme politique, lobbyiste, stratège diplomatique. On l'a dit tout à l'heure. Voilà, vous l'avez dit avant. Bon, merci. OK? Donc, je ne fais pas que de la politique. J'ai créé cette plateforme citoyenne qu'on appelle l'Alternative CI. Est-ce que vous êtes intéressé par 2025? Je viens. Avec laquelle je travaille avec des Ivoiriens. Mais pour ce qui concerne les élections à venir, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, de contribuer à l'essor économique de mon pays à travers continuer à faire mes investissements, donc diriger mes entreprises, diversifier, créer des entreprises dans la sous-région, me rendre encore plus solide que ça. Mais en ce qui concerne les élections de 2025, pour le moment, je ne vois pas ces élections-là devant moi. Il y a 5 ans devant nous et on a raté le coche avec l'élection qui s'est encore une fois de plus déroulée dans la catastrophe. Alors, il faut d'abord que nous puissions travailler à ramener la paix dans le pays, à apaiser le climat politique, à faire en sorte que les leaders politiques puissent se fréquenter, comme on le dit gentiment, et que les Ivoiriens ne voient pas derrière leur fréquentation ou bien derrière les déclarations à chaque fois la haine, la guerre, la politique de la terre brûlée. Une fois qu'on a réglé tout cela, peut-être, je dis bien peut-être, quand je verrai ça, cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. Très je dis, ça va bien, tout va bien, j'ai le droit maintenant, j'ai la possibilité de le faire, j'ai les moyens, je peux y aller. Bien sûr. Mais dans ce sens qui me concerne aujourd'hui, c'est... Vous n'êtes pas situé. Je ne suis pas situé et ce que nous devons faire, c'est de contribuer à l'apaisement de ce pays. Très bien. Voilà. Cette Coco, vous répondez par oui ou non. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet autre numéro de Sans réserve. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.